structure électronique de l'atome va donner lieu à plusieurs parties, donc sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. La première partie, ce seront les bases de la mécanique ondulatoire, dans lesquelles on verra successivement le principe de l'onde associée, l'inégalité de Heisenberg, la notion de fonction d'onde et l'équation de Schrödinger. Ces quatre notions seront présentées de manière relativement sommaire, mais dans laquelle on essaiera de faire ressortir les éléments qui sont importants sans mettre trop de calcul. Le principe de l'onde associée, eh bien, on va l'introduire sur l'étude de la lumière. Pour la lumière, c'est bien connu, la lumière a une double nature selon les phénomènes que l'on veut étudier. Par exemple, lorsqu'on veut étudier les interférences ou la diffraction, eh bien, on va considérer la nature ondulatoire de la lumière. Et donc, on va rappeler quelques éléments. C'est qu'une onde est caractérisée par sa longueur d'onde. La longueur d'onde se note en général lambda. On retiendra que la longueur d'onde, c'est la distance entre ce point et ce point, c'est-à-dire qu'une onde, elle descend jusqu'au point le plus bas, elle repasse par le zéro, elle remonte pour revenir sur l'axe. Comme ceci, donc ça c'est bien la longueur d'onde. En revanche, une onde se propage, si on peut considérer qu'elle va se déplacer dans ce sens, comme ceci, et donc sa vitesse de propagation sera alors la propagation, je vous montre le sens de propagation, et sa vitesse de propagation sera notée V, et V est en général exprimé en mètres par seconde. Enfin, on retiendra également un troisième aspect pour une onde, c'est la fréquence. La fréquence, elle est exprimée en seconde moins 1 ou en hertz. En réalité, lorsque l'onde va se propager, ce point qui est ici va progressivement monter jusqu'à atteindre le point le plus haut, revenir, remonter, ainsi de suite, à mesure que l'onde passe. L'onde va donc parcourir, le point va donc parcourir cette distance-là un certain nombre de fois. Eh bien, le nombre de fois que le point fait des allers-retours ainsi, c'est par seconde, c'est la fréquence. Donc l'unité de la fréquence, c'est le hertz, ou bien, ce qui est strictement équivalent, la seconde moins 1. On a des relations entre ces trois grandeurs. La relation importante, c'est la fréquence nu égale V, vitesse de déplacement de l'onde, sur lambda, longueur d'onde. Ce que l'on peut également dire, c'est que l'énergie qui est transportée par cette onde, elle est donnée par la relation E égale H nu, ou encore, bien entendu, puisque nu égale V sur lambda, égale HV sur lambda, dans laquelle H, c'est la constante de Planck, et H vaut 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde. On voit bien que c'est donc une constante extrêmement petite, mais qui va avoir une très grande importance. Bien entendu, on retiendra que lorsqu'on parle de la lumière dans le vide, la vitesse de propagation de l'onde, c'est la vitesse de déplacement de la lumière dans le vide, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la célérité, on la note C, et donc au lieu d'écrire V, on écrira C, et on sait que C vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ce que tout le monde connaît sous l'appellation 300 000 km/s. De l'autre côté, pour certains autres phénomènes, tels que l'effet photoélectrique ou le rayonnement du corps noir, eh bien on ne peut pas utiliser la nature ondulatoire de la lumière, mais on doit considérer que la lumière transporte des particules. Ces particules, ces corpuscules, donc, sont appelés des photons, et donc lorsqu'une onde se propage, on considère qu'avec elle, une particule qui s'appelle le photon se présente. Ce que l'on peut retenir, c'est que la particule en question, le photon, n'existe qu'en mouvement. Ainsi, lorsque on reçoit une onde lumineuse, par exemple lorsqu'on bronze au soleil, on a un sentiment d'échauffement qui n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. L'onde qui nous tape s'immobilise et en même temps, le photon qui l'accompagnait disparaît, libérant son énergie. Le photon se déplace bien sûr à la vitesse de l'onde et son énergie,
l'énergie du photon, elle est donnée par la relation d'Einstein, E égale mc2, dans lequel m, c'est la masse du photon. Eh bien, le postulat de De Broglie, c'est tout simplement de dire que à toute particule en mouvement, on doit associer une onde. Et pour donner des formules qui permettent d'utiliser ce principe de base, il propose de se ramener à la lumière et à la particule qui lui est associée. Il dit que l'énergie de la lumière, lorsqu'elle est prise sous la forme ondulatoire, c'est E égale hc sur lambda, que de l'autre côté, pour la particule, le corpuscule, E égale mc carré. Et comme la nature se fiche éperdument de la façon dont on la considère, les deux énergies doivent être strictement égales. Et bien entendu, je vous rappelle que H c'est la constante de Planck, et donc puisque ces deux énergies doivent être égales, on écrit hc sur lambda égale mc2, dans lequel, donc, en réarrangeant un petit peu, on arrive à lambda égale h sur mc, dans lequel m et c sont la masse et la vitesse du photon. Or, on n'a pas encore vu, mais on va voir que mc, c'est donc le produit de la masse par la vitesse du photon, et en réalité, masse que multiplie vitesse, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement, h. Donc, De Broglie propose de généraliser le résultat en disant que lorsque la particule a une masse m et se déplace à la vitesse v, la longueur d'onde de l'onde associée à la particule en mouvement, c'est lambda égale h sur mv, dans lequel m est la masse de la particule et v sa vitesse. Bien sûr, l'onde n'est associée à la particule que si celle-ci est en mouvement, puisque si v égale 0, on se retrouverait avec une longueur d'onde infinie, ce qui mathématiquement est une aberration. La deuxième chose qui est importante en mécanique ondulatoire, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Heisenberg, ou plus généralement, plus fréquemment, le principe d'incertitude. En réalité, Heisenberg pose des calculs qui permettent de montrer que on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule en mouvement. Et qu'en réalité, plus on est précis sur la vitesse et plus on est imprécis sur la position, et vice-versa. Et que donc on doit trouver un compromis entre les deux. Le principe est quantifié par Heisenberg en proposant la relation delta x que multiplie delta p supérieur ou égal à h sur 2pi. Delta p, le p c'est la quantité de mouvement, et delta x c'est l'imprécision sur la position, delta p c'est l'imprécision sur la quantité de mouvement, donc p est la quantité de mouvement. P c'est égal à mv en vecteur, ou si on passe aux valeurs scalaires, à ce moment-là on a P égale mv sans vecteur, ce qui revient à dire que delta P c'est delta de mv, comme m est en général une valeur qui peut être supposée constante si les particules ne se déplacent pas à des vitesses trop voisines celles de la lumière, eh bien on arrive à delta P égale m delta V. Et donc le principe de Heisenberg serait écrit m que multiplie delta x que multiplie delta v supérieur ou égal à h sur 2pi. Il est bien évident que vu la petite taille de h, vu la petitesse de h, il faut des masses très petites pour que le produit delta x delta v ait une valeur qui soit significative à son échelle. Il est bien évident qu'il ne faut pas appliquer le principe d'incertitude à une voiture qui se déplace sur une autoroute, ou même une balle de tennis, même si elle va très vite quand c'est Nadal ou autre Federer qui l'envoie, mais le principe d'incertitude n'est pas valable. Quand on manque une balle au tennis, c'est qu'on a été maladroit et il ne faut pas l'attribuer à Heisenberg. Il existe une autre expression du principe d'incertitude qui consiste à dire l'imprécision sur l'énergie, delta E, que multiplie l'imprécision sur le temps, est supérieure ou égale à h sur 2pi. On a également vu qu'on allait parler de fonction d'onde. En réalité, ici, ce que l'on
peut dire, c'est que lorsqu'on faisait de la mécanique classique, on pouvait décrire parfaitement le mouvement d'un objet. On pouvait dire à cet instant-là, il est à tel endroit avec une telle vitesse. En mécanique ondulatoire ou en mécanique quantique, on constate que ceci n'est plus vrai, puisque on a le principe de Heisenberg qui nous interdit de préciser avec une rigueur diabolique la valeur de la vitesse et de la position en même temps, et donc on devra remplacer ce déterminisme absolu par une notion plus générale mais moins ambitieuse de détermination de zone où la probabilité de trouver la particule est grande. Et comment va-t-on pouvoir établir ces zones à forte probabilité de présence de la particule? Eh bien tout simplement en utilisant les fonctions d'onde. Et donc la fonction d'onde va nous permettre, comme je vous le précise de nouveau, de décrire le mouvement d'une particule submicroscopique. Je répète bien, il ne s'agit pas d'étudier le mouvement d'une boule de pétanque ou d'une balle de fusil avec ce principe de avec une fonction d'onde. Là, c'est totalement inadapté, mais ça va être des particules telles qu'un électron, un proton. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser et on va devoir utiliser la mécanique quantique et donc introduire les fonctions d'onde. D'une manière générale, la fonction d'onde, psi, va être fonction des trois coordonnées de l'espace, x, y et z, et donc, lorsqu'on aura un point qui aura pour caractéristique x, y et z, pour coordonnées x, y et z, la probabilité de trouver la particule, elle sera égale à psi carré dv, dans lequel dv, le petit volume autour de m, sera égal à dx, que multiplie dy que multiplie dz, dans lequel dx, dy et dz sont bien sûr les imprécisions sur la position suivant l'axe x, suivant l'axe y et suivant l'axe dz. Psi carré est appelé densité de probabilité de présence de la particule. Enfin, d'où tire-t-on les fonctions d'onde? Eh bien c'est tout simple, on les tire de l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, donc, qui permet d'établir la fonction d'onde, voilà comment s'écrit l'équation de Schrödinger. On va donc retenir que E, c'est l'énergie totale de la particule, V, c'est son énergie potentielle, M, c'est la masse de la particule, et puis il y a ces notations un petit peu bizarres, on va noter ça D rond, et donc on peut retenir que D rond sur D rond x, c'est quand on va faire d psi sur dx, cela signifie que l'on va prendre la fonction x, la fonction psi, que l'on va la dériver par rapport à x en supposant y et z constants. Et vous voyez que là j'ai mis un carré, ce qui revient à dire qu'une fois qu'on aura dérivé une première fois psi par rapport à x en considérant y et z constants, on obtiendra une valeur, une fonction, et cette fonction sera de nouveau dérivée par rapport à x en supposant y et z constants. Et donc ce que l'on retient comme élément important, c'est que cette équation de Schrödinger est une équation différentielle. Or, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des équations différentielles. Vous savez que les équations différentielles admettent souvent plusieurs solutions et que lorsqu'on va combiner linéairement plusieurs solutions d'une équation différentielle, on va obtenir de nouvelles solutions à l'équation différentielle. Ceci, pour l'instant, peut vous paraître un peu abstrait, même tout à fait abstrait, mais on verra par la suite qu'on en aura besoin lorsqu'on va étudier les résultats, les applications de la mécanique quantique ou de la mécanique ondulatoire dans le cadre du déplacement des électrons dans les atomes. Et donc, on en aura bien besoin, il faudra donc s'en souvenir à ce moment-là.